trouve que la situation n'est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui ne sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Mais vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait, peu importe, ils vont faire la même politique. Alors... À l'époque, je croyais que pour être au pouvoir exécutif, il fallait être vieux, riche et avoir un mariage heureux. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ai compris! Et ça me dérangeait pas, ça semblait même d'une logique implacable. Comment veux-tu pouvoir te donner à fond pour un pays si t'as à te soucier de comment tu vas payer tes factures ou subvenir aux besoins de ta famille? Et t'as aussi forcément l'esprit ailleurs si tu penses à tes conquêtes sexuelles. Qui est ta mobilette? Rappelez-vous, S'il cherche les faveurs d'une femme, s'il se découvre des idylles naissantes, ou même s'il pense juste qui va troncher ce soir. comment voulez-vous, ma petite dame, qu'il soit concentrée sur son travail? Sauf que lui, il est président. Monsieur le Président? Bah, on les attaque, envoyez l'armée. Sur les bonnets rouges, Monsieur le Président? Vous voulez attaquer les Bretons? Oh oui, de jolis bonnets rouges. Quelqu'un prête un scooter, j'ai une course à faire. À croire que certains hommes font de la politique pour se taper des femmes. D'un côté, ma femme a joué dans la planète des singes. Ça semble presque faire partie du boulot. François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac. Puis même l'autre là, comment il s'appelle? Bonjour, je m'appelle Pompidou. Peut-être parce qu'ils auraient pas pu faire sportif ou acteur, et encore moins séduire sans argent. Si ce n'était encore qu'un problème de pulsation sexuelle, un coup de ciseau, il se remettrait au boulot. Mais à l'image de notre ex-président Nicolas Bling, j'aime la politique, et elle me le rend bien. Nos dirigeants ont toujours eu soif d'argent et de richesse en tout genre. Pourtant, ce mal moderne et maladif d'en vouloir toujours plus n'est pas universel. Soit Après, ça se trouve, même une personne pourvue jusqu'alors d'une ligne de conduite morale sans faille se retrouverait corrompue par le pouvoir. Antonin, fais-moi des podins. Antonin, fais-moi des podins. Ça doit être ça, hein, et ça expliquerait que les gens de pouvoir ont tous des têtes à voler des phalanges quand ils serrent des mains. On en est quand même arrivé au point de voter pour quelqu'un plutôt pour ses idées, alors que le mec on l'inviterait pas à dîner tellement il nous inspire pas confiance. Tout ça parce que sa cravate est en accord avec notre orientation politique présumée. D'un côté, c'est pas facile de choisir, c'est tous les mêmes. Faut bien se repérer à quelque chose, hein. En fait, leur secret, c'est qu'ils utilisent tous ensemble le principe dit de l'enculeur. Je vous laisse le choix, le viol ou la mort. Ah bon? Je suis venu à penser que l'accès au pouvoir était indissociable d'une grande soif de pouvoir. Que les gens pleins de bon sens qui pourraient vraiment se donner à 100% pour le bien de leur pays ne voudraient jamais suivre le chemin truffé de corruption qui y mène. Et quand bien même dans un élan patriotique ils tenteraient d'accéder au pouvoir, ils n'en auraient même pas la possibilité. C'est à se demander si ça n'entache pas légèrement la démocratie de notre beau pays. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on vit vraiment dans une démocratie? Je vous ai compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur Dubuffet, est-ce que vous avez déjà réfléchi qu'au moment où vous mettez cette enveloppe dans cette urne, vous êtes en train de dire à ce cheval, comme vous dites, entre parenthèses, imposé totalement par une écurie, vous êtes en train de lui dire, moi, monsieur Jean Dubuffet, numéro 44 556, j'abandonne la totalité de mon pouvoir politique, je le perds, je n'en ai plus, et je le mets entièrement entre tes mains, à toi, et en plus cerise sur le gâteau, je te fais confiance. Monsieur Dubuffet, à ce moment-là, vous perdez la totalité de votre pouvoir politique. Ça, j'y avais pas pensé, docteur. En tout cas, j'y avais pas pensé comme ça. C'est vrai que je lui donne tout mon pouvoir. Sur cette question, parce que je pense que nous avons besoin des éléments d'une reformulation conceptuelle minimale, je veux dire, de ce qu'est la différence entre la droite et la gauche, tant les catégories ont été brouillées à l'image de ces alternances sans alternative. Et moi, je vous proposerais... Pourtant, les esclaves modernes se pensent toujours citoyens. Ils croient voter et décider librement qui doit conduire leurs affaires, comme s'ils avaient encore le choix. Ils n'en ont conservé que l'illusion. Croyez-vous encore qu'il existe une différence fondamentale quant au choix de société dans laquelle nous voulons vivre, entre le PS et l'UMP en France, entre les démocrates et les républicains aux États-Unis, entre les travaillistes et les conservateurs au Royaume-Uni? Il n'existe pas d'opposition car les partis politiques dominants sont d'accord sur l'essentiel, qui est la conservation de la présente société marchande. À partir de quoi se différencient très nettement ceux, d'une part,
qui n'ont pour autre ambition que de travailler à l'intérieur du cadre et aucune intention de le modifier dans ses éléments les plus fondamentaux. Et de l'autre côté, ceux qui commencent à envisager de changer le cadre, de sortir du cadre pour le refaire. Eh bien, la droite, c'est ceux qui veulent travailler dans le cadre. La gauche, c'est ceux qui veulent sortir du cadre et le refaire. Et à cette aune, vous voyez que ça perturbe légèrement les catégories politiques ineptes qui sont en usage dans la plupart des médias et qui conduisent à baptiser gauche des gens comme, je sais pas, puis-je les nommer? Oui. Hollande, Aubry, Valls, il est à l'UMP, bon ça est... Étienne Chouard. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils ne sont pas bons. Depuis la nuit des temps, depuis le début de l'histoire des hommes, les hommes discutent de 3 régimes principaux. Premièrement, la monarchie. Ah bah oui, la monarchie, les rois, Charlemagne, Louis XIV, Ravaillac. Oui, voilà, le pouvoir d'un seul. Ensuite, la démocratie, qui vient du grec démos, kratos, démos le peuple, kratos le pouvoir. Il s'agit d'un régime politique où il y a l'égalité des droits politiques entre tous les citoyens, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Oh, la souveraineté du peuple. Voilà, mais entre les deux, monsieur Dubuffet, il y a un 3e régime dont nous n'entendons pratiquement plus parler là depuis 2 siècles, qui est pourtant aussi important que les 2 autres, et qui s'appelle l'oligarchie. L'oligarchie? L'oligarchie. L'aristocratie. Ah, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira. Les eurocrates, on les pendra. Ah, ça fait du bien, docteur. Démocratie veut dire le pouvoir au peuple. En grec, démos, c'est le peuple, et kratos, c'est le pouvoir. Dans un état de droit, celui qui établit les lois a le pouvoir. En démocratie, c'est le peuple qui écrit et vote les lois. Une aristocratie, c'est le pouvoir au meilleur. En grec, aristos, c'est le meilleur, et kratos, c'est le pouvoir. En aristocratie, ce sont les meilleurs qui ont le pouvoir et établissent les lois. Une oligarchie, c'est le pouvoir à un petit nombre. Oligos, c'est un petit nombre. En oligarchie, c'est un petit nombre qui a le pouvoir. En France, nous sommes sous un régime dénommé gouvernement représentatif. Tous les 5 ans, on demande au peuple d'élire ses représentants parmi un groupe d'hommes politiques, dénommé classe politique. Les représentants écrivent et votent les lois, pas le peuple. Nous sommes donc dans une oligarchie. Historiquement, le terme de démocratie pour désigner le gouvernement représentatif a été employé dans les années 1830 pour tromper l'opinion publique et faire croire au peuple qu'il a le pouvoir. Notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. Et tant qu'on bavarde sur ce que font les représentants politiques qui sont les représentants des riches, on passe à côté de la cause de nos problèmes. Donc il me semble qu'en recentrant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire, et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. La démocratie réelle se définit d'abord et avant tout par la participation massive des citoyens à la gestion des affaires de la cité. Elle est directe et participative. Elle trouve son expression la plus authentique dans l'assemblée populaire et le dialogue permanent sur l'organisation de la vie en commun. La forme représentative et parlementaire qui usurpe le nom de démocratie limite le pouvoir des citoyens au simple droit de vote.
c'est-à-dire au néant, tant il est vrai que le choix entre gris clair et gris foncé n'est pas un choix véritable. Les sièges parlementaires sont occupés dans leur immense majorité par la classe économiquement dominante, qu'elle soit de droite ou de la prétendue gauche social-démocrate. J'ai un étui à porte-lunettes Lacoste, hein, manque plus que les lunettes. Moi, je vois pas ce que je ferais de plus de 5 000 € par mois. Mais j'en veux pas, moi, de Toyota, j'ai le mal de merde. Et depuis que je suis d'obédience monogame, j'ai plus une bite à la place du cerveau. Oh là là, Crocomo aime les gros engins qui vont jusqu'au cerveau. Alors pourquoi on prendrait pas des Français moyens pour gouverner en misant sur le bon sens plutôt que sur le sens des affaires? Mon pro... Le pouvoir n'est pas à conquérir, il est à détruire. Il est tyrannique par nature, qu'il soit exercé par un roi, un dictateur ou un président élu. La seule différence dans le cas de la démocratie parlementaire, c'est que les esclaves ont l'illusion de choisir eux-mêmes le maître qu'ils devront servir. Le vote a fait d'eux les complices de la tyrannie qui les opprime. Ils ne sont pas esclaves parce qu'il existe des maîtres, mais il existe des maîtres parce qu'ils ont choisi de demeurer esclaves. C'est un accident, mais ce n'est pas du tout un accident. Les choses se passent comme d'habitude, avec une impuissance politique. Vous avez raison sur l'impuissance politique, mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Ça s'appelle la Constitution. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Nous nous foutons de la Constitution. C'est bien fait pour nous. Ce n'est pas la faute des affreux qui dirigent, c'est notre faute à nous de ne pas écrire notre Constitution dans laquelle nous prévoirions notre puissance. Évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est ça, c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc, le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Alors aujourd'hui, on arrive dans une crise parce que le capitalisme n'arrive pas à verser suffisamment de salaire pour vendre leur camelote. Alors effectivement, ils prétendent que le système est en crise comme si c'était... Il n'existe pas de parti politique susceptible d'accéder au pouvoir qui remette en cause le dogme du marché. Et ce sont ces partis qui, avec la complicité médiatique, monopolisent l'apparence. Ils se chamaillent sur des points de détail pourvu que tout reste en place.
Ils se disputent pour savoir qui occupera les places que leur offre le parlementarisme marchand. Ces pauvres chamailleries sont relayées par tous les médias dans le but d'occulter un véritable débat sur le choix de société dans laquelle nous souhaitons vivre. L'apparence et la futilité dominent sur la profondeur de l'affrontement des idées. Tout cela ne ressemble en rien, de près ou de loin, à une démocratie. Ils inventent un dilemme, nous le foutent en pleine gueule pour nous imposer un choix limité. Coucou, c'est vraiment... Le viol ou la mort? Ah là, franchement, je dis non, hein. Mais bon, comme faut choisir, je vais plutôt prendre la mort cette fois. Qu'il en soit ainsi, la mort. Mais on va quand même te violer d'abord. En ce moment, le truc à la mode, c'est le dilemme UMPS-FN. D'un côté, se forcer à voter UMP ou PS pour éviter le FN, ou de l'autre, voter FN parce que là, il semblerait que ça marche pas et que le FN, ils ont pas encore fait leur preuve dans le fait que ça marche pas. Tout le monde a son opinion, tout le monde crache sur celle des autres, et pourtant tout le monde est pareil. Complètement à côté de la plaque, en train de jouer au jeu du dilemme. On passe notre temps finalement à essayer de deviner lequel va nous la mettre moins profond. Oh là là, Crocomo fait sa carte d'électeur. Mais merde, y a d'autres choix, hein, et je... Par la réappropriation du langage, et donc de la communication réelle entre les personnes, que la possibilité d'un changement radical émerge de nouveau. C'est en cela que le projet révolutionnaire rejoint le projet poétique. Dans l'effervescence populaire, la parole est prise et réinventée par des groupes étendus. La spontanéité créatrice s'empare de chacun et nous rassemble tous. Une prise de position. Ah, parce qu'on n'était pas obligé de choisir? Au 4e prout, il sera 18h. Ah, parce que vous pensiez que j'allais donner des solutions dans cet épisode. Dans l'effervescence populaire, la parole est prise et réinventée par des groupes étendus. La spontanéité créatrice s'empare de chacun et nous rassemble tous.